Excellent. Alors, ben, écoutez, bon mercredi tout le monde. Merci encore de vous joindre à ce nouveau webinaire des conférences mémorables qui sont rendues disponibles grâce au soutien financier du Consortium canadien sur la neurodégénérescence associée au vieillissement, le CCNV. Alors, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, je suis Noa Bengayed, directrice recherche et développement qualité des services à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Et j'aurai le plaisir d'animer, de modérer, de répondre à vos questions techniques dans le chat. S'il y en a, alors n'hésitez pas. C'est vraiment un plaisir pour moi d'animer encore une fois, je crois pour la 5e année, les conférences mémorables. Toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, on va tout d'abord commencer par la logistique et les détails techniques. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le mettre dans la boîte de dialogue. Et puis, tout le monde a été mis en mode sourdine dès votre entrée dans le webinaire pour justement s'assurer de la qualité sonore, non seulement pour les participants, mais également pour notre conférencier. Alors, afin de respecter justement l'horaire, je vous demanderai de garder vos questions pour la période de questions-réponses à la fin. Notre conférencier va présenter pendant plus ou moins 45-50 minutes et donc on aura une période de questions-réponses à la fin. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui. C'est tout un honneur de l'accueillir dans les conférences mémorables, surtout que c'était un sujet qui avait toujours été sollicité. Donc, on a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Dr. Thanh Dang Vu, qui a obtenu son doctorat en médecine en 2004 à l'Université de Liège en Belgique. Il a également effectué une spécialisation en neurologie et un doctorat en sciences biomédicales de la même université. Il a effectué un premier stage postdoctoral au département de neurologie du Massachusetts General Hospital du Harvard Medical School à Boston, ainsi qu'un second stage postdoctoral au Centre d'études avancées en médecine du sommeil de l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Il est lauréat de plusieurs prix scientifiques, notamment de la Société canadienne du sommeil, de the Sleep Research Society, the European Sleep Research Society, the Belgian Association for Sleep Research and Sleep Medicine et de the Belgian Neurological Society. Il est actuellement professeur titulaire et détient la chaire de recherche en sommeil, neuroimagerie et santé cognitive de l'Université Concordia et il est chercheur boursier senior du FRQS. Dr. Thanh Dang Vu est aussi vice-président en recherche à la Société canadienne du sommeil et membre du Collège des nouveaux chercheurs de la Société royale du Canada. Il est également neurologue, chercheur, directeur associé à la recherche clinique à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, ainsi que professeur associé au département de neurosciences de l'Université de Montréal. Les activités de recherche de Dr. Van Vu portent notamment sur la physiopathologie des troubles de sommeil et le rôle du sommeil dans la cognition. C'est d'ailleurs le thème de la conférence d'aujourd'hui, à l'aide d'outils tels que les électroencéphalogrammes, l'imagerie cérébrale. Il a publié plus de 100 articles dans des revues avec des comités de pairs, ainsi qu'une trentaine de chapitres de livres. Alors, Dr. Dang Vu fait partie d'un comité éditorial de plusieurs revues scientifiques et est éditeur associé de la revue Sleep. Alors, tout un pédigré pour notre conférencier aujourd'hui. Alors, merci beaucoup à vous d'être notre conférencier sur cette thématique aujourd'hui. Je vous cède la parole, Dr. Dang Vu. Bonjour, merci beaucoup pour cette introduction. Puis ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de sommeil et de vous faire comprendre, essayer de vous faire comprendre pourquoi est-ce que le sommeil est important pour la mémoire et la cognition et par quel mécanisme et comment est-ce qu'on peut essayer d'agir à ce niveau pour peut-être améliorer, promouvoir la santé cognitive. Alors, je vais vous partager la présentation aujourd'hui. J'espère que ça va marcher. Voilà. Alors, en plein écran. Est-ce que vous voyez la présentation en plein écran? C'est parfait. Parfait, excellent. Alors, c'est ça, je vais vous présenter aujourd'hui sur le sommeil et pourquoi est-ce que dormir pourrait être important pour mieux préserver sa mémoire, surtout lorsqu'on avance dans l'âge.
Puis je vais commencer par d'abord vous rappeler ce que c'est le sommeil et comment est-ce qu'on le définit sur le plan médical et scientifique. Donc le sommeil se définit par différents stades durant lesquels on va entrer la nuit et ces stades sont organisés en plusieurs cycles qui se répètent au cours de la nuit. À l'intérieur de chaque cycle, on va en transitionner entre la phase d'endormissement, qui est un stade de sommeil léger, stade 1, vers ensuite un stade de sommeil plus profond, le stade 2, et enfin parvenir au stade 3, qui est le sommeil non profond. Et la fin d'un cycle revient vers le stade 2. Et souvent se termine par ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est un sommeil un peu spécial durant lequel notre cerveau est très actif et durant lequel on rêve beaucoup. On a beaucoup d'activités de rêve à ce moment-là. Puis vous voyez que le cycle se répète, le deuxième cycle est organisé de la même façon, troisième cycle, quatrième cycle, on a 3-4 cycles par nuit et chaque cycle correspond à l'alternance entre ces différents stades de sommeil. Vous remarquez que le sommeil profond, par contre, est surtout présent en début de nuit, alors que le sommeil paradoxal augmente davantage en fin de nuit. C'est pourquoi on se réveille plus souvent avec le souvenir de nos rêves lorsqu'on se réveille en fin de nuit qu'en début de nuit. Et c'est pourquoi aussi en début de nuit, on dit souvent que les heures de sommeil avant minuit comptent double. C'est parce qu'on a plus de sommeil profond en début de nuit. Donc, vous voyez ici la répartition des stades de sommeil, le sommeil lent, 3/4 la nuit, le sommeil paradoxal, 1/4 la nuit. Et à l'intérieur de ce sommeil lent, on a à peu près 15 à 20% qui est du sommeil profond. Alors, comment est-ce qu'on fait pour déterminer qu'une personne est dans tel ou tel stade de sommeil? Ben, c'est grâce à l'enregistrement de l'activité électrique cérébrale avec des électrodes qu'on passe sur la tête, ce qu'on appelle un électroencéphalogramme. Et ça nous permet de mesurer l'activité électrique produite par nos neurones au cours de l'éveil, au cours du sommeil. Et aussi qu'au cours du sommeil, on a notre activité cérébrale, l'activité de nos neurones change beaucoup et change de telle façon à ce que l'activité électrique produite soit détectable sous forme d'oscillations particulières. Pardon. Et ces oscillations, on les appelle par exemple fuseaux du sommeil en stade 2. On les appelle ondes lentes en stade 3 de sommeil en profond. Et ça reflète vraiment un patron d'activité neuronale bien particulier, spécifique au sommeil. Alors, sans entrer dans les grands détails, je pense que c'est important que vous compreniez qu'il y a parmi les facteurs qui régulent notre sommeil, on sait qu'il y a deux grandes catégories de facteurs qui régulent notre sommeil. Ce qu'on appelle le facteur S ou homéostatique. C'est un mot compliqué, mais ça veut juste dire en fait que si vous voyez ici à la courbe en bleu, ça représente notre pression de sommeil. Et on sait que notre pression de sommeil, elle augmente au fur et à mesure qu'on passe du temps éveillé. Donc, dès que vous levez, vous avez une faible pression de sommeil, mais plus vous passez du temps éveillé, la journée, plus votre pression de sommeil augmente, de telle sorte que en début de nuit, votre pression de sommeil est maximale et vous allez être plus à même de dormir qu'en début de journée. D'accord? Et ça, c'est dû à l'accumulation de différentes substances dans le cerveau qui vont justement réguler ce besoin de récupérer par le sommeil au cours de la journée. L'autre processus, c'est ce qu'on appelle le processus C ou circadien, qui veut essentiellement dire que notre propension à rester éveillé, elle, aussi, elle fluctue au cours de la journée et elle dépend d'une horloge biologique, qui est une structure localisée dans la profondeur de notre cerveau et qui, elle répond en fait à l'environnement et plus particulièrement à la lumière qui est émise par l'environnement. La journée, normalement, on est exposé à la lumière et la lumière va non seulement stimuler notre circuit responsable de la vision, mais aussi stimuler les circuits responsables de cette horloge biologique pour informer le cerveau que c'est l'heure de rester éveillé. Donc, cet éveil, cette propension à l'éveil, elle augmente avec la lumière et avec ce processus circadien au cours de la journée. Puis, on voit qu'à partir de l'après-midi, elle diminue et elle est minimale au cours de la nuit. Lorsqu'on est dans la phase obscure du cycle journée. Et vous voyez qu'en fait, c'est la combinaison de ces deux facteurs, le facteur homéostatique, la pression de sommeil, et le facteur C, circadien, qui vont réguler notre sommeil avec cette propension maximale au sommeil lorsque notre besoin d'accumulation, notre besoin de récupération est maximal en début de nuit, et lorsque notre stimulation lumineuse par l'environnement est minimale au cours de la nuit. Je vous dis ça parce qu'en fait, il y a plusieurs des traitements qui sont importants pour essayer de promouvoir un bon sommeil vont se baser sur ces deux processus. J'y reviendrai plus tard.
Alors, quelles sont les fonctions du cerveau quelles sont les fonctions du sommeil? On sait que le sommeil, en fait, aide beaucoup, en fait, au maintien d'une bonne santé. Alors, je vais rentrer un peu plus dans les détails aujourd'hui, mais sur la santé au niveau de la mémoire, mais on sait qu'au niveau des fonctions cérébrales, au cours du sommeil, notre cerveau est davantage capable d'éliminer les déchets de notre métabolisme qui sont produits par nos cellules neuronales. Et donc, un manque de sommeil peut plus facilement provoquer l'accumulation de ces substances qui ne sont pas nécessairement euh, très, euh, très favorables à la santé du cerveau, telles que par exemple les protéines bêta-amyloïdes qui sont impliquées dans la maladie d'Alzheimer. Donc, on sait que le sommeil favorise cette élimination de produits euh, toxiques qui sont produits par le cerveau. Deuxièmement, on sait que aussi le sommeil en plus a une fonction active dans la promotion, dans la consolidation des informations qu'on a apprises au cours de l'éveil. J'y reviendrai dans 2 minutes. En dehors du cerveau, on sait que le sommeil aussi est important pour beaucoup de fonctions dans le corps, y compris, et ça vous le savez peut-être moins, mais dans le système immunitaire, on sait que lorsqu'on dort, on est en sommeil, notre système immunitaire est davantage capable de produire une réponse aux infections. En particulier, on sait que, par exemple, un manque de sommeil peut diminuer la réponse à un vaccin et peut diminuer donc aussi la réponse à toute stimulation du système immunitaire qui serait importante pour la défense de notre organisme par rapport aux infections. Donc, dormir, c'est aussi important pour protéger notre santé en général. Et enfin aussi, on sait que dormir, c'est aussi un moment dans lequel notre sécrétion hormonale est différente. Elle est étroitement régulée par le cycle du veille-sommeil. On sait qu'une dérégulation du sommeil peut nuire à cette régulation hormonale optimale. Et on sait par exemple que ça peut entraîner notamment un risque accru de diabète lorsqu'on manque de sommeil. Donc, le sommeil et la mémoire, c'est le focus d'aujourd'hui. On sait que pendant la nuit, le cerveau non seulement élimine davantage de déchets du cerveau, du métabolisme du cérébro, des neurones, comme je l'ai dit, mais aussi le cerveau est davantage capable de rejouer les informations qu'on a apprises pendant la journée. Rejouer, ça veut dire comme réactiver les régions qui sont importantes lorsqu'on apprend l'information. Donc, c'est comme un mécanisme par lequel le cerveau est davantage capable de renforcer la consolidation de notre mémoire. Donc, lorsqu'on apprend des informations la journée, il y a beaucoup de régions du cerveau qui sont impliquées. Dépendamment du type d'information, certaines régions sont davantage impliquées que d'autres. Et on sait que lorsqu'on dort, ces régions qui sont actives pour ces nouveaux apprentissages vont être réactivées, de telle sorte qu'à l'éveil, on sera davantage capable de mémoriser ces informations. Ça, c'est quelque chose qu'on peut prouver scientifiquement. Et on sait que ça ne se passe pas n'importe quand au cours du sommeil. Euh, on sait que, par exemple, lorsqu'on a certains stades de sommeil et lorsqu'on produit certaines oscillations au niveau du cerveau, cette réactivation, ce fait de rejouer les mémoires apprises à l'éveil est plus important. Et en particulier, on sait que ce qu'on appelle le fuseau du sommeil, sleep spinal en anglais, c'est des moments privilégiés durant lesquels le cerveau va rejouer cette information. Et ça, on peut le prouver scientifiquement. C'est juste un exemple d'étude qu'on a fait avec d'autres collègues dans mon laboratoire, puis aussi dans mon ancien laboratoire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié, on a étudié de l'activité cérébrale de personnes qui étaient en train d'apprendre une tâche dans laquelle on demandait de mémoriser différents visages et l'ordre dans lequel les visages étaient présentés. Puis après le sommeil, on leur demandait de savoir s'ils se rappelaient de l'ordre dans lequel les visages étaient présentés. Puis on a mesuré l'activité du cerveau grâce à ce qu'on appelle l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle au cours du sommeil, après l'apprentissage, et au cours du sommeil, une semaine après, alors qu'ils avaient déjà complètement appris la tâche, de telle sorte qu'en fait, il n'y avait plus de nouvel apprentissage à faire. Donc, ainsi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé l'activité du cerveau au cours d'une nuit après apprentissage et une nuit sans apprentissage, de telle sorte qu'on pouvait voir qu'est-ce qui se passait dans le cerveau des personnes qui venaient d'apprendre. Puis ce qu'on a observé, c'est qu'effectivement, il y a vraiment cette réactivation avec ce réseau les régions qui sont importantes pour mémoriser la tâche étaient réactivées lors du sommeil et plus particulièrement lors du fuseau. C'est ce que je vous montre ici. Ça s'avère un petit peu compliqué, mais en rouge, vous voyez en rouge-orange les régions qui étaient activées lorsque les personnes apprenaient les séquences de visage.
En bleu, c'est lorsque les personnes dormaient et puis particulièrement produisaient des fuseaux après la nuit d'apprentissage. Et en vert, c'est lorsque les régions qui étaient activées lorsque les personnes essaient de se rappeler les séquences de visage le lendemain. Et vous voyez qu'il y a vraiment cette superposition qui veut dire qu'il y a cette réactivation des régions qui sont impliquées dans l'apprentissage au cours du sommeil afin de mieux promouvoir la consolidation à long terme de l'information. D'accord? Donc, le sommeil est important pour la mémoire. Alors, qu'est-ce que je veux maintenant vous dire? C'est que le sommeil aussi, le sommeil n'est pas quelque chose de statique. On sait que le sommeil évolue beaucoup avec l'âge et que notre architecture de sommeil, notre composition dans les différents stades de sommeil change avec l'âge. En particulier, lorsqu'on est plus jeune, on a beaucoup de ce que vous voyez ici, c'est SW, c'est le stade 3, c'est-à-dire le sommeil lent profond. On a beaucoup de sommeil lent profond lorsqu'on est plus jeune. Et vous voyez que cette quantité de sommeil lent profond, naturellement, physiologiquement, diminue avec l'âge. Lorsque vous êtes plus âgé, votre quantité de sommeil lent profond diminue. Par contre, ce qu'on observe qui augmente avec l'âge, c'est ce qu'on appelle le WASO en anglais, ce qui veut dire Wake After Sleep Onset, ou les éveils nocturnes. La durée des éveils nocturnes augmente avec l'âge. Donc, c'est tout à fait normal et physiologique d'avoir un sommeil moins profond lorsqu'on avance avec l'âge et un sommeil qui soit aussi plus fragmenté avec davantage de réveils. Donc ça fait partie de l'évolution naturelle du sommeil. C'est dû à différentes choses. C'est dû au fait que notre cerveau se modifie, notre cerveau, notre cortex est différent. Lorsqu'on avance dans l'âge, il est moins capable de produire ces oscillations neuronales synchrones qui vont garantir la profondeur de notre sommeil. Et donc, c'est normal de se réveiller plus souvent lorsqu'on vieillit et d'avoir un sommeil qui est plus léger. Puis, vous voyez ici qu'au niveau de la durée de sommeil totale aussi, ça change avec l'âge. Lorsque vous êtes évidemment très jeune, les enfants ont besoin d'une durée de sommeil qui est aux alentours de 12-13 heures. Puis, vous voyez que ça diminue avec l'âge, et puis lorsqu'on atteint l'âge adulte, c'est plus entre 7 et 9 heures la durée moyenne de sommeil qui est nécessaire. Lorsqu'on vieillit, la durée de sommeil qui est nécessaire est plus aux alentours de 7 à 8 heures, mais certaines personnes auront suffisamment de sommeil avec 6 heures, alors que d'autres personnes auront besoin de 9 heures. Donc ça, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que le temps qu'on a besoin de dormir dépend vraiment d'une personne à l'autre pour le même âge. Certaines personnes auront besoin de davantage d'heures de sommeil que d'autres. C'est parce que notre composition de sommeil va vraiment changer d'une personne à l'autre. Certaines personnes ont naturellement un sommeil plus profond et ont peut-être besoin moins d'heures de sommeil pour récupérer, alors que d'autres personnes ont besoin de plus d'heures de sommeil pour récupérer. Mais à l'intérieur, mais généralement, lorsqu'on regarde la population, il y a quand même cette tendance à avoir besoin de moins d'heures de sommeil lorsqu'on vieillit. Alors, comment est-ce qu'on développe l'insomnie du coup, hein? Donc là, on va passer maintenant aux troubles du sommeil et plus particulièrement ce qu'on appelle l'insomnie. Je reviendrai plus tard au niveau de la définition. Mais le fait d'avoir de l'insomnie, c'est le fait d'avoir des difficultés à s'endormir ou à rester endormi. Et je vous ai dit que lorsqu'on vieillit, évidemment, on a un sommeil qui est naturellement plus superficiel, moins profond. Et donc, on a des facteurs prédisposants biologique pour développer de l'insomnie parce que notre sommeil est naturellement plus fragile. Ça peut dire que tout le monde va faire de l'insomnie lorsqu'on vieillit, ça veut dire qu'on est naturellement plus à risque. Puis il y a aussi d'autres facteurs qui sont non biologiques, il y a des facteurs psychologiques, si vous êtes plus anxieux par exemple, il y a des facteurs évidemment sociaux, si vous êtes soumis à des stress, évidemment, tout ça peut vous prédisposer à davantage d'insomnie. Puis, dans l'histoire naturelle de l'insomnie, souvent, on a ce qu'on appelle des facteurs précipitants en blanc. Ici, ces facteurs précipitants, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une maladie qui apparaît, ça peut être des événements stressants dans la vie quotidienne, qui peuvent être par exemple le fait d'avoir un décès dans sa famille, le fait de juste passer à la retraite, par exemple, c'est un changement important de vie, ou le fait de commencer justement une vie de famille avec des enfants, etc. Tous ces événements qui peuvent entraîner un changement dans le style de vie peuvent être des facteurs déclencheurs d'une période d'insomnie avec plus de difficultés à s'endormir ou à rester endormi. Puis, chez beaucoup de personnes, une fois qu'il y a une adaptation qui est passée, l'insomnie va se résoudre. Mais chez d'autres personnes, il va y avoir des facteurs perpétuants qui vont apparaître au fil des années, qui vont faire en sorte que même lorsque le facteur précipitant de l'insomnie a disparu,
l'insomnie va quand même persister parce qu'il y aura toute une série d'habitudes qui vont se mettre en place, qui sont des habitudes qui sont, elles, maladaptives, qui sont inadéquates, qui vont favoriser le maintien de l'insomnie avec le temps, et je reviendrai aussi plus tard, mais ça peut être, par exemple, le fait de faire des siestes prolongées la journée pour tenter de récupérer, le fait de passer un temps excessif au lit alors qu'on n'arrive pas à dormir et qui peuvent mener à un conditionnement négatif par rapport à l'environnement de sommeil. Donc vraiment, il y a toute une évolution de l'insomnie. Il y a des facteurs prédisposants qui font que certaines personnes sont plus à risque de faire l'insomnie que d'autres, des facteurs déclencheurs qui apparaissent au cours de la vie qui peuvent entraîner une insomnie aiguë. Et cette insomnie aiguë peut devenir chronique avec le temps parce qu'il y a des facteurs qui rentrent en jeu qui vont le maintenir au cours du temps. Et c'est parmi ces facteurs, il y a différents facteurs comportementaux, des habitudes inadéquates qui vont se mettre en place. Alors, on parle d'insomnie chronique ou de trouble d'insomnie, donc une insomnie qui est problématique lorsque vous avez, dans le fond, des difficultés d'endormissement ou des difficultés de maintien de sommeil qu'on considère être d'au moins 30 minutes, mais 30 minutes, c'est vraiment quelque chose d'arbitraire, ça peut être 1 heure, dépendamment d'une personne à l'autre, et que ces problèmes de sommeil sont récurrents et chroniques, c'est-à-dire que ça survient au moins 3 fois par semaine et que ça dure depuis au moins 3 mois. Et ce qui est vraiment important, c'est pour vraiment que vous ayez un problème de sommeil, il faut que ce problème de sommeil, cette difficulté de sommeil, ait un impact sur votre capacité à fonctionner la journée. Ça doit avoir un impact négatif sur votre humeur, peut-être en vous rendant plus dépressif, plus anxieux, moins d'énergie, plus fatigué, et avec peut-être moins d'envie de faire des activités sociales, professionnelles ou moins performants au niveau de votre travail. Ça, c'est important parce que, comme je vous ai dit, lorsqu'on avance dans l'âge, on a naturellement tendance à avoir plus de réveils la nuit et d'avoir un sommeil plus fragile. Mais ça ne veut pas dire qu'on a un problème de sommeil qu'il faut nécessairement traiter. Si vous êtes capable de vous adapter et de faire vos activités la journée comme vous le souhaitez, à ce moment-là, il n'y a pas de problème d'insomnie. C'est juste des symptômes d'insomnie qui apparaissent naturellement avec l'âge. On parle d'insomnie chronique ou de troubles d'insomnie uniquement lorsqu'il y a un impact négatif sur la façon dont vous arrivez à fonctionner la journée. Ça, c'est un point important. Alors, l'insomnie, c'est un problème fréquent. On sait que ça atteint 10 à 20 de la population générale. On sait que lorsqu'on vieillit, on a davantage de plaintes d'insomnie qui apparaissent. Et on sait aussi que les femmes sont plus à risque de se plaindre d'insomnie que les hommes. Et on sait aussi que l'insomnie est associée à beaucoup de facteurs de santé. On sait que les personnes qui ont l'insomnie ont davantage des problèmes d'anxiété ou de dépression. Et on sait que cette relation est vraiment dans les deux sens. On ne pense pas que ce soit l'insomnie qui cause la dépression ou l'anxiété. On ne pense pas non plus que ce soit juste l'anxiété ou la dépression qui cause l'insomnie, mais on pense que les deux phénomènes s'influencent l'un l'autre. C'est-à-dire que un mauvais sommeil va rendre les personnes plus à risque d'avoir des problèmes d'anxiété et de dépression, mais le fait d'avoir une anxiété ou une dépression les rend aussi plus à risque d'avoir des problèmes de sommeil. Donc, c'est important en fait de considérer les deux facteurs, le facteur santé mentale et le facteur sommeil lorsqu'on veut traiter ce problème, parce qu'il faut traiter les deux bouts pour avoir un résultat qui soit efficace au cours du temps. Alors, ce n'est pas juste la santé mentale, on sait aussi qu'il y a une association de l'insomnie et différentes maladies du corps. On sait que, par exemple, les personnes qui sont insomniaques ont davantage de problèmes cardiovasculaires, des maladies coronariennes, l'hypertension artérielle. On sait aussi que les personnes qui ont l'insomnie ont davantage de problèmes de diabète et de troubles métaboliques. Donc, ce n'est pas quelque chose qui atteint uniquement la santé du cerveau, mais ça atteint aussi la santé du corps. Et enfin, pour rejoindre le sujet d'aujourd'hui, on sait que l'insomnie est associée à davantage de problèmes cognitifs. On sait que les personnes insomniaques ont davantage de problèmes au niveau de la mémoire, c'est-à-dire la capacité, la mémoire épisodique, c'est-à-dire la capacité à mémoriser de l'information de l'environnement, l'information que vous apprenez en lisant les nouvelles, en regardant la télévision, en discutant avec des amis. Donc vraiment la mémoire factuelle est atteinte. On sait aussi qu'on a moins de capacité à faire à avoir ce qu'on appelle des fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité à planifier des activités, à résoudre des problèmes complexes. Ça aussi, ça peut être affecté. Puis en fait, il y a des études qui ont regardé les effets de l'insomnie ou d'un manque de sommeil au cours du temps sur des grandes cohortes de personnes âgées. Et ce que ces résultats ont montré, c'est qu'en général, plus on a une durée de sommeil qui est courte, plus notre risque
d'avoir un problème de mémoire avec l'âge est élevé. Et il y a différentes études. La dernière étude, par exemple, faite sur 8000 personnes, publiée l'année dernière, a démontré qu'une durée de sommeil inférieure à 6 heures sur une période de 25 ans augmentait notre risque de développer une démence de 30%. Donc, c'est quand même quelque chose de significatif. Alors, nous aussi, on s'est intéressé à ce problème et on a la chance au Canada d'avoir une cohorte ce qu'on appelle l'étude canadienne longitudinale sur le vieillissement, qui suit les personnes d'âge moyen et les personnes âgées au cours du temps pour étudier les différents facteurs de santé qui sont associés au vieillissement. Et parmi ces questions, parmi ces évaluations, il y a des questionnaires de sommeil qui nous permettent d'évaluer qui parmi ces personnes qui sont suivies dans cette cohorte ont des problèmes d'insomnie. On a pu ainsi regarder dans la cohorte quelles sont les personnes qui, au cours du temps, allaient soit rester sans problème de sommeil, soit allaient développer des symptômes d'insomnie, ça veut dire se plaindre de difficultés à s'endormir ou rester endormi, mais sans qu'il y ait d'impact sur la journée, sur leur fonctionnement. C'est ce qu'on appelle ici, c'est la catégorie en vert, c'est le 30%. Et enfin, la dernière catégorie, c'est les personnes qui, elles, allaient développer au cours du temps, au cours de ces 3 années de suivi qu'on a regardé, des problèmes d'insomnie qui étaient significatifs avec un impact sur le fonctionnement de la journée. On a regardé, dans le fond, est-ce que ces différentes catégories d'évolution de sommeil, de développement de problèmes de sommeil avec le temps, étaient associées ou pas avec davantage de problèmes de mémoire. Et on a vu que, effectivement, le groupe en bleu, là, le groupe qui a développé au cours du temps de l'insomnie chronique, était le groupe qui était le plus à risque d'avoir des problèmes de mémoire, avec un risque quand même pas mal accru d'avoir un problème de mémoire diagnostiqué par le médecin, ou un risque même pas mal accru aussi de eux se plaindre qu'ils avaient davantage de problèmes de mémoire avec le temps, donc un déclin subjectif de la mémoire. On sait que ce déclin subjectif peut, dans certains cas, amener effectivement un déclin objectif, donc à un trouble cognitif léger, voire même à long terme à une maladie d'Alzheimer. Donc, ça peut être considéré comme étant un facteur, une première étape vers un problème de mémoire plus important. Donc, on a vu que les personnes qui ont développé un trouble d'insomnie, donc une insomnie chronique, avaient effectivement de plus grandes chances de problèmes de mémoire subjectivement, même lorsqu'on tenait en compte l'ensemble des facteurs de santé qui peuvent affecter la mémoire autre que le sommeil. Donc, le message, c'est que l'insomnie affecte la mémoire et affecte notre santé cognitive avec l'âge. Alors, donc, tout ceci pour dire aussi que l'insomnie, c'est quelque chose qui a un coût pour la société, à cause du fait de tous les problèmes de santé auxquels c'est associé. En particulier, les coûts les plus importants sont liés au manque de productivité chez les personnes qui doivent travailler, par exemple. Et on sait qu'au Québec, il y a des études qui ont estimé que ça pouvait représenter plusieurs milliards de dollars d'années en coûts directs et indirects. Donc, c'est quelque chose qui a aussi un coût pour notre société. Donc, maintenant, on va passer au traitement. Il me reste, une quinzaine de minutes. Et je vais passer un petit peu de temps avec le traitement, et plus particulièrement avec le traitement non médicamenteux. Parce qu'actuellement, très souvent, lorsqu'on a des problèmes de sommeil, lorsqu'on a de l'insomnie, on va prendre des médicaments. Puis dans certains cas, les médicaments peuvent être utiles parce qu'on a besoin d'avoir un soulagement rapide ou parce qu'on n'est pas capable de répondre aux interventions non médicamenteuses. Mais on sait que dans pas mal de cas, les médicaments peuvent perdre leur efficacité avec le temps, voire peuvent aussi entraîner des effets indésirables qui sont problématiques, surtout pour les personnes âgées, des effets indésirables sur la mémoire, justement, ou sur l'équilibre, sur le risque de chute, etc., surtout avec certains types de médicaments. C'est pourquoi on recommande toujours, comme traitement de première ligne, d'abord de cibler ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale. Parce que ce type de traitement, qui est une intervention de type plus modification de comportement ou intervention psychologique, on sait que ça donne des résultats quand même qui sont très bons, puis qui n'entraînent pas d'effets secondaires évidemment problématiques. Donc, l'objectif de la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, ou TCCI en français ou CBTI en anglais, c'est d'agir sur les facteurs perpétuants de l'insomnie que je vous expliquais dans le modèle de l'insomnie il y a quelques minutes. Ces facteurs qui vont contribuer à perpétuer l'insomnie au cours du temps et qui consistent en des facteurs cognitifs et des facteurs comportementaux qu'on va expliquer dans quelques minutes. Et c'est une thérapie qui peut se faire de différentes façons. Le format classique, c'est d'aller voir un psychologue qui est formé à ce type d'intervention et de faire une thérapie soit individuelle, soit de groupe au cours de 6 à 8 sessions.
Mais c'est possible aussi de le faire de façon individuelle, de le faire avec votre médecin si celui-ci est formé à ce sujet, ou bien même de le faire via des plateformes en ligne qui ont été développées pour administrer ce type d'intervention, ou encore de le faire via même des livres, des ouvrages de vulgarisation qui ont été écrits justement pour le grand public. Parce que le principe, parce qu'on sait que cette thérapie constitue le traitement de première ligne, comme je l'ai dit, et on sait que ça marche quand même dans plus de la moitié des cas, y compris chez les personnes âgées, avec des effets qui se maintiennent dans le temps, sans effets indésirables, évidemment, significatifs. Donc, on sait que ça marche aussi bien aussi dans l'insomnie qui semble isolée, mais que dans l'insomnie chez les personnes qui ont aussi de la dépression, dans l'insomnie chez les gens qui ont la douleur chronique, et même dans l'insomnie chez les personnes qui ont un cancer. Donc, ça marche dans tous les types d'insomnie. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas restreint à une catégorie d'insomnie particulière. Alors, de quoi il s'agit? Alors, comme je vais vous montrer ici, il s'agit d'agir sur différentes composantes qui sont présentées ici dans le cercle en haut à droite. Une première de ces composantes, c'est ce qu'on appelle l'hygiène de sommeil. C'est probablement la composante qui est relativement plus aisée à aborder parce que c'est des comportements qui sont généralement plus faciles à comprendre. Le fait d'avoir des horaires de sommeil réguliers, c'est quelque chose qui fait partie d'une bonne hygiène de sommeil parce que ça va aider votre horloge biologique justement à réenclencher votre sommeil si vous avez des heures de sommeil qui sont conformes à votre rythme biologique et qui sont réguliers. Éviter les boissons avec de la caféine, évidemment, c'est important. Il ne faut pas oublier non plus que ce n'est pas juste le café qui contient de la caféine. Il y a beaucoup de boissons sucrées qui contiennent de la caféine. Il y a aussi du thé qui contient de la caféine. Donc, il faut privilégier les boissons non caféinées. Si vous voulez une boisson chaude, vous pouvez prendre de la tisane, par exemple, le soir, qui ne contient pas de stimulant. Donc, c'est quelque chose aussi à prendre en considération. L'activité physique, je vais revenir plus tard, mais c'est important. L'activité physique, ça va vous permettre de maintenir une pression de sommeil qui est suffisante. Si vous restez assis toute la journée à regarder la télévision, votre besoin de sommeil sera moins important que si vous faites suffisamment d'activité la journée, mais ça peut juste être faire une marche d'une demi-heure ou d'une heure par jour à l'extérieur pour faire vos courses ou pour aller vous balader à l'extérieur. Donc ça, c'est important à essayer de l'inclure dans votre journée si vous êtes capable de le faire. Encourager les activités sociales, justement pour maintenir votre cerveau et votre corps en activité. Repas équilibrés, éviter l'alcool en soirée. L'alcool, on sait que l'alcool, en fait, peut vous assommer, vous aider à dormir, mais on sait que l'alcool va entraîner une fragmentation du sommeil avec un sommeil qui est davantage superficiel, plus de réveil, moins de sommeil récupérateur. Donc, c'est pas un bon somnifère, certainement pas. Environnement de la chambre au coucher, s'assurer d'avoir une chambre qui soit calme, sombre, pas trop chaude, bien aérée avec évidemment un lit confortable. Ça fait du sens. Alors, les siestes, c'est un point important. Les siestes, c'est une arme à double tranchant. Si vous êtes fatigué la journée, si vous avez un manque d'énergie, une sieste peut être utile, à condition qu'elle soit faite suffisamment tôt et suffisamment courte. Une sieste de 20 minutes en début d'après-midi peut parfois être bénéfique, mais parfois, souvent, les personnes qui ont des problèmes de sommeil vont avoir tendance à faire des siestes prolongées qui peuvent être d'une heure, de 2 heures, voire plus. Et ça va diminuer votre pression de sommeil lorsque vous avez arrivé à votre lit le soir. Donc, les siestes peuvent être aussi un frein à votre sommeil de nuit si vous en faites. Et enfin, dernièrement, parce que justement, comme je vous ai dit, l'un des facteurs qui contrôle votre sommeil, c'est l'horloge biologique qui reçoit de la lumière de l'environnement. Si vous n'avez pas suffisamment de lumière pendant la journée, ça peut nuire à votre capacité à avoir un sommeil de nuit. Donc, c'est important d'avoir une bonne exposition lumineuse pendant la journée et préserver l'obscurité pendant la nuit pour permettre à votre horloge biologique de bien réguler votre besoin de sommeil en fonction du cycle jour-nuit. Donc ça, l'ensemble de ces mesures constituent l'hygiène de sommeil. Puis, chez beaucoup de gens, évidemment, ça va être déjà respecté, mais chez d'autres personnes, parfois, il y a l'une ou l'autre des habitudes qui peuvent être optimisées. Alors, une autre composante qui peut parfois être utile, mais qui n'est pas nécessaire à tout le monde, mais qui peut être utile chez certaines personnes, c'est d'essayer de faire de trouver des habitudes qui, dans le fond, vont vous amener à un état lorsque vous allez vous coucher qui est suffisamment
relâcher. Donc, essayez vraiment de trouver des habitudes qui vont vous permettre d'être relax lorsque vous allez vous coucher. Ça peut être des techniques de relaxation musculaire dans lesquelles vous allez faire des exercices de respiration, de méditation ou de relaxation musculaire progressive pour justement vous aider à aller au lit en étant, comment dire, déconnecté de vos problèmes quotidiens. C'est important d'aller se coucher en n'ayant plus les soucis liés au travail ou d'autres problèmes de la vie familiale, parce que ça peut interférer avec votre sommeil. Donc, c'est important d'essayer de trouver une manière de le faire. Ça peut être de la méditation, du yoga, de la lecture, écouter de la musique ou quoi que ce soit, mais il faut trouver une manière de vous rendre dans le lit dans l'état le plus relax possible. Alors, au niveau de ce qu'on appelle la thérapie cognitive, euh, la thérapie cognitive, c'est quoi? Ça va être en fait d'identifier, ça va être d'essayer d'identifier s'il y a pas dans vos pensées des croyances qui sont erronées ou qui sont trop catastrophisé par rapport au sommeil. Et parfois, ça arrive lorsqu'on a de l'insomnie depuis longtemps, puis qu'on est très frustré à cause de cette insomnie. On a l'impression qu'on a absolument besoin de ces 8 heures de sommeil et qu'on est tellement fatigué la journée qu'on a besoin de faire une sieste ou de se coucher plus tôt pour rattraper son manque de sommeil. Or, on sait que, comme je l'ai montré tout à l'heure, tout le monde n'a pas besoin de 8 heures de sommeil. Lorsqu'on est plus âgé, certaines personnes ont besoin même de moins. Ça peut être 7 heures, ça peut être 6 heures. Ça peut même parfois être 5 heures chez certaines personnes. Donc, il faut vraiment essayer de comprendre que le nombre d'heures de sommeil qu'on a besoin, c'est le nombre d'heures qui nous permet de fonctionner correctement durant la journée. Et ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Et le fait de faire des siestes, comme je l'ai dit, ou de se coucher plus tôt pour rattraper ce manque de sommeil, ça peut diminuer au contraire votre pression de sommeil parce que vous arrivez au lit à ce moment-là la nuit avec moins de besoin de récupération. Certaines personnes vont aussi avoir tendance à voir tout comme une catastrophe au niveau du sommeil, avec le fait de penser qu'une mauvaise nuit va ruiner tous vos horaires de sommeil de la semaine, que vous êtes incapable de fonctionner la journée si vous ne dormez pas bien, que vous allez devoir annuler vos activités si vous ne dormez pas bien. Et parfois, ça peut amener même à un retrait social, une diminution des activités qui va contribuer à avoir davantage de problèmes de sommeil au cours du temps parce qu'on va avoir d'autant moins de pression de sommeil au cours du temps. Donc, ce qui est important, c'est d'essayer de rationaliser, d'expliquer et d'essayer de corriger certaines croyances, si c'est possible. Si vous catastrophisez certaines conséquences, ben, est-ce que vraiment c'est rationnel la façon dont vous raisonnez? Est-ce que par le passé, vous avez déjà eu ces problèmes? Comment est-ce que vous avez géré ça dans le passé? Est-ce que vous avez pu vous en sortir? Ben, probablement oui, parce que sinon vous ne seriez pas là. Quelle est la probabilité réelle que ce que vous dites arrive? Donc, il faut essayer de relativiser ces croyances qui sont parfois excessives ou ces attentes qui sont parfois excessives par rapport au sommeil. Alors, une autre stratégie importante, c'est ce qu'on appelle le contrôle du stimulus, qui va viser à briser l'association entre l'environnement du sommeil et cet état de stress psychologique qu'on a lorsqu'on va se coucher. Et ça va consister à dire à la personne d'aller se coucher uniquement lorsqu'on devient somnolent. C'est-à-dire que si jamais vous êtes... certaines personnes vont penser qu'elles vont devoir se coucher à une certaine heure pour essayer de rattraper leur manque de sommeil, mais ce n'est pas le cas, au contraire. Il faut aller se coucher uniquement lorsque notre cerveau est prêt à aller se coucher, lorsqu'on recommence à ressentir la fatigue. Puis, si vous n'êtes pas capable de vous endormir en dedans de 20 à 30 minutes, ben, c'est mieux de sortir du lit et faire autre chose, s'occuper à faire des activités peu stimulantes que de rester dans son lit pendant des heures à se tourner les pouces et à regarder le plafond et à se recoucher dès que la somnolence revient. Donc, essayer de briser vraiment ce conditionnement entre le sommeil et l'environnement de sommeil de votre chambre. Euh, le, alors, une autre stratégie qui est importante, c'est ce qu'on appelle la restriction de sommeil. Et cette stratégie va viser à restreindre votre temps passé au lit à une durée de sommeil moyenne qui correspond à ce que vous pensez avoir dormi, plus 30 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, une des façons justement de créer un besoin de sommeil, c'est d'augmenter la pression de sommeil. Cette pression de sommeil va être augmentée plus vous avez de temps resté éveillé la journée. Donc, le but, c'est que si vous n'êtes pas capable de dormir, par exemple, plus que 5 heures par nuit, à ce moment-là, au lieu de rester 10 heures dans votre lit à essayer de dormir, restez juste 5 heures plus une demi-heure, 5 heures et demie dans votre lit. Et à ce moment-là, vous allez vous coucher plus tard
et vous allez vous lever à une même heure, de telle sorte que vous restez 5h30 dans votre lit. Puis le lendemain, vous allez avoir un état finalement dans lequel vous n'avez pas suffisamment de sommeil, mais vous allez accumuler la pression de sommeil qui va faire que la nuit, vous êtes plus capable de vous endormir pendant ces 5h30. Puis une fois que ces 5h30, là, vous passez la plupart du temps à dormir, vous pouvez à ce moment-là rallonger progressivement l'heure du coucher de telle façon à ce que vous retrouviez progressivement la durée de sommeil qui est désirée. Donc, c'est en gros de créer une restriction de sommeil qui vous permet de réenclencher le système de pression de sommeil qui est importante pour vous. Alors, donc j'expliquais en quelques minutes ce que c'est la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie. C'est sûr que c'est quelque chose qui peut être complexe pour vous, puis on pourrait trouver des références. Ça fera plaisir de donner des références pour que vous puissiez en savoir plus. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'actuellement, dans le laboratoire de recherche que je dirige, nous menons des projets de recherche sur insomnie et thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, dont le but est d'évaluer les effets de cette thérapie sur le sommeil, sur la cognition, sur la santé cérébrale, et que c'est une étude dans laquelle on fait de l'IRM, on analyse le fonctionnement du cerveau, la structure du cerveau. Il y a différents autres tests. Et dans le cadre de cette étude, on offre la thérapie gratuitement avec une équipe de psychologues qualifiés. Et vous avez également une compensation pour votre participation. Donc, si vous êtes intéressé par participer à ce genre de recherche dans laquelle il y a cette thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, vous pouvez nous contacter. Actuellement, nous recrutons surtout des adultes entre 25 et 65 ans. Donc, si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui remplissent ces critères d'avoir de l'insomnie et d'avoir ce critère d'âge-là, vous pouvez nous contacter. Si vous n'avez pas de problème de sommeil, nous recherchons aussi des bons dormeurs parce que nous devons comparer justement comment le fonctionnement du cerveau varie entre les personnes qui ont de l'insomnie et pas d'insomnie. Donc, on recherche des bons dormeurs entre 45 et 65 ans ou entre 55 et 85 ans pour une autre de nos études. Si vous êtes intéressé à participer, à contribuer à la recherche, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez ici les informations. Puis si vous souffrez d'insomnie, que vous avez plus que 65 ans, nous avons aussi des projets qui vont commencer à partir de l'année prochaine. Donc, vous pouvez rester à l'affût, puis ça nous fera plaisir de vous donner plus d'informations, notamment un projet dans lequel on va évaluer l'effet d'une plateforme en ligne qu'on a conçue pour administrer la thérapie cognitivo-comportementale à partir de chez soi, grâce à une plateforme entièrement automatisée dans laquelle les personnes vont pouvoir accéder à différents modules, dont le module sommeil, qui va comprendre l'explication de cette thérapie cognitivo-comportementale via différentes animations qui ont été adaptés aux personnes âgées. Vous voyez ici quelques exemples de capture d'écran qu'on verra dans cette thérapie qui sera disponible pour les personnes âgées dans le courant de l'année prochaine, dans le cadre d'un projet qu'on est en train d'effectuer. Et ça, c'est l'équipe qui a contribué au projet à la plateforme eSpace ou Espace Bien Vieillir qui sera disponible bientôt pour vous. Alors, en dehors de la thérapie cognitivo-comportementale, vous pouvez maintenant aussi, en fait, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que au-delà de cette thérapie psychologique, il y a aussi d'autres interventions non pharmacologiques auxquelles on peut penser. Je vous avais dit tout à l'heure que pour le processus circadien est important, donc c'est l'aspect vraiment lumière. Et on sait maintenant que la luminothérapie est quelque chose qui peut aider à traiter les troubles du sommeil. Particulièrement si vous avez, par exemple, des difficultés pour vous endormir ou vous êtes capable de vous endormir que très tard, la lumière administrée le matin peut vous aider à vous resynchroniser par rapport au cycle jour-nuit. À l'inverse, si vous avez davantage des problèmes dans lesquels vous vous endormez sans problème le soir, mais vous vous réveillez très tôt, à ce moment-là, parfois la lumière le soir peut vous aider à réajuster votre horloge biologique. La lumière peut être un élément utile au traitement du trouble du sommeil. Ça peut être la lumière naturelle, si elle est disponible, ou alors la lumière artificielle avec des dispositifs de luminothérapie que vous pouvez acheter en pharmacie. Et vous pouvez vous administrer pendant 1 heure à 2 heures, donc le matin. Si vous avez des problèmes pour vous endormir, vous avez plutôt un horaire décalé. Ou le soir, si vous avez des problèmes davantage pour rester endormi, ou si vous avez tendance à vous endormir trop tôt et vous réveiller trop tôt. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont disponibles et qui ne nécessitent pas de médicaments. Et enfin, un autre élément qui est important, c'est l'activité physique. Et
Je dis que l'activité physique au quotidien pourrait être utile pour maintenir une bonne pression de sommeil. Ça, c'est juste pour vous montrer une étude qu'on a faite dans mon laboratoire dans laquelle nous avons montré en fait que on sait que l'activité physique et le sommeil sont toutes les deux importantes pour la mémoire, mais on a voulu savoir si la combinaison des deux était plus importante pour la mémoire que chacune des deux séparément. Et on avait comme ça des jeunes participants qui ont été divisés en 4 groupes et chaque groupe devait apprendre une tâche de mémoire et essayer de s'en rappeler après. Puis, pour un des groupes, ils avaient donc de l'activité physique sur un vélo stationnaire avant d'apprendre, puis ils avaient une sieste après avoir appris. Le deuxième groupe avait juste une sieste, le troisième groupe avait juste l'exercice, puis le dernier groupe n'avait ni exercice sur vélo stationnaire ni sieste. Et ce qu'on a remarqué, c'est que le groupe qui mémorisait le mieux, c'est le groupe qui faisait à la fois le vélo stationnaire avant l'apprentissage, puis la sieste après l'apprentissage, par rapport au groupe qui faisait juste l'un des deux comportements ou le groupe qui faisait rien du tout. Ceci nous amène vraiment à dire que en faisant de l'activité physique, non seulement vous pouvez mieux dormir, mais vous pouvez aussi davantage améliorer la santé de votre cerveau. Donc, l'activité physique et le sommeil sont des deux éléments complémentaires qu'il faut considérer. Et enfin, pour terminer, juste pour vous donner un avant-goût de ce qui s'en vient, on a aussi une activité, un programme de recherche dans mon laboratoire dans lequel on teste un lit berceur. Alors, pourquoi un lit berceur? C'est parce qu'il y a des études qui ont démontré il y a quelques années qu'avec un système de lit comme celui-ci, que je vais vous faire jouer ici, un lit dans le fond qui bouge latéralement à une basse fréquence, les personnes qui dorment dans un tel lit ont un endormissement qui est plus rapide avec moins de réveils nocturnes. Ils ont plus de sommeil profond et on a vu aussi qu'ils étaient plus capables de consolider la mémoire au cours du sommeil. Et donc, c'est parce qu'on sait qu'en faisant ce genre de manipulation, on stimule ce qu'on appelle le système vestibulaire dans le cerveau et on stimule aussi la production de ces rythmes, de cette activité neuronale qui va être importante pour la profondeur du sommeil, pour la mémorisation au cours du sommeil. Et on a mis au point avec nos collègues ingénieurs à Concordia un système en fait de Liberseur ici à Montréal qui est maintenant présent dans mon laboratoire, dans lequel au lieu d'avoir un système complexe, on a un système de plateforme avec des roues coulissantes, que vous voyez ici, qui peut se placer sur un sommier de lit existant, de façon que c'est un système qui pourra s'ajuster en fait en théorie à n'importe quel type de lit, afin d'avoir un système qui est moins contraignant. Et on a ainsi, avec ce système-là, vous voyez un bercement ici à fréquence de 0,25 Hz dans un cycle de toutes les 4 secondes. Et ce qu'on est en train de tester, c'est si ce lit qu'on a recréé ici à Montréal permet aussi d'avoir des effets bénéfiques sur le sommeil et la mémoire. Actuellement, on fait des tests chez les jeunes adultes en santé. Donc, si vous avez des jeunes que vous connaissez qui veulent le tester, chez les adultes en 18 et 35 ans. Puis l'année prochaine, on va pouvoir recruter des aînés pour savoir si ces effets aussi sont présents chez les aînés, y compris les aînés avec insomnie. Donc, si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à nous écrire à ce contact également. Et voilà, donc ceci termine la présentation. Je voulais donc vous mettre ces liens. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir plus sur notre recherche, vous avez le lien de notre laboratoire de recherche ici, le SCN Lab. Si vous voulez avoir des références sur ou obtenir de l'information pour les patients sur les cliniques de sommeil, vous pouvez aussi regarder sur le site de la Société canadienne de sommeil. Vous allez trouver pas mal de ressources utiles. Aussi au site de la Fondation Sommeil, qui est une association de patients. Puis voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à m'écrire, vous avez mes coordonnées ici. Et merci de votre attention. Merci beaucoup à vous pour cette présentation très claire. Alors, on a déjà plusieurs questions, notamment par rapport au rôle du cerveau dans le sommeil. Est-ce que les 4 fonctions que vous avez présentées se font de la même manière et aussi efficacement chez les personnes qui dorment le jour et qui sont éveillées la nuit, notamment les personnes justement qui travaillent de nuit? Alors, c'est une excellente question. La réponse est non, parce qu'on sait que généralement, lorsqu'on a un horaire de travail de nuit, comme je l'ai montré tout à l'heure, donc on a 2 systèmes de régulation du sommeil, le système circadien et le système homéostatique, puis on va à l'encontre de notre système circadien, notre système biologique, de telle sorte que généralement, les personnes qui ont cet horaire inversé finissent par avoir un sommeil qui est soit moins profond, soit moins consolidé, soit moins long. Et donc, on sait que effectivement, le travail de nuit est associé au risque qu'on observe chez les personnes qui manquent de sommeil.
Donc, la question est que oui, effectivement, donc c'est pas idéal, certainement pas, c'est pas idéal. C'est pour ça que si vous faites un travail horaire rotatif, ben, c'est bien d'essayer d'avoir des ajustements, peut-être surtout sur ce que vous avez acquis suffisamment d'expérience pour revenir à un horaire plus traditionnel, parce que ça peut être problématique pour votre santé à long terme. OK. C'est sûr que parfois, c'est pas toujours ni facile, ni évident, Mhm. ni même possible. Alors, à ce moment-là, est-ce que, puis vous ne l'avez pas mentionné dans la présentation, mais est-ce que la mélatonine peut aider soit à réguler le rythme du sommeil, soit à s'endormir, soit à maintenir un sommeil profond? C'est une très bonne question. La mélatonine, il faut savoir que la mélatonine, c'est une hormone d'abord qui est synthétisée naturellement par votre cerveau. La mélatonine est justement sécrétée en réponse à votre horloge biologique au cours de la phase obscure du cycle jour-nuit, lorsque vous avez moins de lumière qui stimule votre cerveau. Donc, cette horloge biologique va entraîner la stimulation de production de mélatonine par l'épiphyse. Donc, la mélatonine est sécrétée naturellement la nuit, ce qui fait que généralement, chez la plupart des personnes, il n'y a pas vraiment besoin d'ajouter de la mélatonine. Ceci dit, effectivement, la mélatonine peut parfois être aidée à l'endormissement si vous avez surtout des problèmes au niveau de votre horloge biologique, des problèmes de retard de phase. En particulier, on pouvait prendre la mélatonine le soir pour essayer d'avancer votre phase de sommeil. Mais on sait que la mélatonine, généralement, aura des effets qui sont très modestes. Ce n'est pas un somnifère qui est puissant. Donc, la mélatonine n'est certainement pas la solution miracle. Puis, si vous avez un horaire de travail justement inversé, ben, c'est sûr que la mélatonine peut aider à votre endormissement durant la journée parce que vous les récupérez, mais de nouveau, ça ne vous permettra pas de récupérer un sommeil totalement physiologique tel que vous l'avez la nuit parce que, je vous ai dit, vous allez en fait à l'encontre de votre système naturel. Vous ne pouvez pas changer votre cerveau. Vous pouvez juste aider un petit peu avec la production, avec la sécrétion de mélatonine, avec la prise de mélatonine, mais pas énormément. On a eu beaucoup de questions par rapport à la mélatonine. Donc, encore euh, dans le même domaine, vous avez parlé justement de la luminothérapie. Est-ce que l'aromathérapie peut avoir des effets sur le sommeil? Alors, je ne connais pas suffisamment J'imagine ce là que... plutôt l'utilisation d'huile essentielle, notamment l'huile de lavande, Oui, peut-être. alors, alors la réponse est qu'on n'en sait rien parce qu'il n'y a pas vraiment d'études qui ont été faites là-dessus, à ma connaissance. C'est vrai que c'est beaucoup vendu par l'industrie. On en trouve maintenant de plus en plus dans les chambres d'hôtel comme étant faisant partie, mais c'est plus du marketing, très honnêtement. Euh, si ce genre d'huiles essentielles ou d'arômes vous permet de vous sentir plus relax ou plus relâché, oui, pourquoi pas, mais ce n'est certainement pas un mécanisme, un moyen de traitement qui va être euh, particulièrement puissant. Ça peut être une aide si jamais, j'imagine que ça peut être une aide si ça vous permet de vous sentir plus à l'aise et plus confortable, mais je ne vois pas en quoi ça fournirait un effet qui soit très, très manifeste. OK. Vous avez abordé légèrement les somnifères, mais est-ce que vous pourriez peut-être développer un peu plus sur les effets secondaires des Oui, somnifères avec l'âge? c'est une question très importante. J'ai effectivement pas eu le temps d'en discuter beaucoup, mais on sait que, alors, les somnifères, surtout les somnifères les plus anciens que beaucoup de personnes âgées prennent, on parle notamment des benzodiazépines, beaucoup de personnes prennent euh, de l'Ativan, par exemple, ou d'autres dérivés similaires à l'Ativan. On sait que ces médicaments-là, ce que ça va donner, c'est que ça va vous donner un sommeil effectivement plus rapide, parfois plus prolongé, mais on sait aussi que le sommeil qui va être produit par ce genre de médicaments va être un sommeil moins profond. Et surtout, on sait que les effets de ces médicaments avec le temps vont avoir tendance à s'amenuiser en créant parfois une dépendance. Ce qui fait que souvent, lorsque vous prenez ce médicament pendant des mois, des années, vous allez avoir un effet qui est finalement peu important, tout en étant incapable de vous en débarrasser, parce que sinon vous avez une insomnie rebond. Et on sait qu'il y a des risques. Alors, les risques à long terme, on sait que la prise de certains de ces médicaments, en particulier les benzodiazépines, c'est associé à un risque accru de chute, un risque accru de problèmes aussi de mémoire. Donc,
qui sont supplémentaires à celui de l'insomnie, et donc un risque accru finalement de problèmes de santé. Donc, c'est pour ça que il faut faire extrêmement attention avec ces médicaments, de telle sorte que vous devez les prendre que si c'est nécessaire, idéalement pendant une période assez courte, puis en privilégiant surtout les médicaments les plus récents qui ont un profil d'activité qui est plus sécuritaire. Malheureusement, il se fait que ces médicaments les plus récents sont aussi les médicaments qui sont aussi les plus dispendieux et pas couverts par le régime public d'assurance maladie, ce qui est très problématique. C'est pour ça que aussi on essaie de changer les choses au niveau du gouvernement, mais à l'heure actuelle, la vérité, c'est que les médicaments les plus pris pour le sommeil, tels que les benzodiazépines, sont les plus nocifs. Euh, Peut-être que ce n'était pas non plus également l'objectif de la présentation, mais vous avez beaucoup parlé de l'insomnie. Qu'en est-il de l'apnée du sommeil? Alors, l'apnée du Quels sont sommeil, les ça, effets? Quels sont les risques? Est-ce tout à que fait. justement, est-ce qu'on voit la même tendance avec l'insomnie par rapport au déficit cognitif? Oui, alors l'apnée du sommeil est aussi un problème de sommeil qui est très fréquent avec l'âge. On sait que beaucoup de personnes âgées en présentent. Alors, on sait que l'apnée du sommeil peut nuire à la mémoire, mais aussi à beaucoup d'autres fonctions cognitives. Donc, oui, ça fait partie des facteurs de risque qui sont à évaluer. Donc, euh, si jamais vous avez un sommeil qui est très peu récupérateur, dans lequel vous êtes somnolent la journée, ou si, par exemple, vous avez une hypertension artérielle qui est mal contrôlée, il faut toujours penser à l'apnée du sommeil, à essayer de faire un dépistage. Parce qu'on sait qu'effectivement, lorsqu'on traite l'apnée du sommeil, on peut avoir une diminution des risques, surtout au niveau des pronostics de mortalité ou de développement d'autres problèmes de santé. Donc, c'est quelque chose quand même à évaluer, effectivement. Je vous en ai pas parlé aujourd'hui parce que ça faisait beaucoup, là, mais effectivement, l'apnée du sommeil, ça peut coexister d'ailleurs avec l'insomnie. Et ça a un effet tout à fait manifeste au niveau de la santé cognitive. Tout à fait, il faut y penser. OK. Une question également par rapport au Dévigo. Mhm. Est-ce qu'il est sécuritaire à long terme et est-ce qu'il présente les mêmes risques? Alors, Devigo, donc ça c'est le Lamboraxant, c'est un nouveau médicament qui est apparu sur le marché l'année dernière, qui lui va agir sur une cible très différente des autres classes de médicaments. Au lieu d'agir sur ce qu'on appelle les récepteurs GABA, donc sur lesquels agissent les benzodiazépines, ça va agir en essayant de contrecarrer les systèmes d'éveil. Donc, les effets secondaires les risques sont très différents. On sait que aussi les effets au niveau du sommeil sont différents. Il y a par exemple une augmentation du sommeil paradoxal avec le Devigo qui est pas retrouvé avec les autres médicaments. Et certaines des études qui existent semblent montrer que le Devigo, par exemple, n'entraîne pas de problèmes d'équilibre lorsqu'on se réveille la nuit ou de problèmes cognitifs, en tout cas dans les études qui ont mesuré, qui sont plutôt à court ou moyen terme. Ce qui nous manque évidemment comme données, c'est les données à long terme, sur plusieurs années. Mais ça, c'est quelque chose qu'il va falloir réévaluer au cours des années. Donc, le message actuellement, c'est que si vous avez un médicament à débuter, ça fait partie des médicaments qui sont plus sécuritaires, avec d'autres plus récents. Mais évidemment, les mêmes règles, ça s'impose, c'est-à-dire que si vous avez un médicament, que ce soit le Dévigo ou un autre, c'est important de vous assurer qu'il n'y a pas d'effet secondaire, de réévaluer son intérêt à l'utiliser au cours du temps, d'essayer de l'utiliser pour une courte durée du temps strictement nécessaire. Euh, et, euh, et voilà, de faire attention, d'être quand même vigilant. Oui, il se Euh, prescrit. Oui, oui, allez-y. pardon, allez-y. Il se prescrit. Moi, je lisais les questions, mais je ne sais pas si Ah, ça pardon. se... Justement, en revenant sur la luminothérapie, Oui. est-ce que vous avez des recommandations plus particulières par rapport à quand l'utiliser durant la journée, le moment de l'utiliser avant le sommeil, la durée également, pour s'assurer des effets bénéfiques de la luminothérapie? Alors, l'immunothérapie, ça existe en différents formats. Le format le plus fréquent, c'est ce qui se vend dans le commerce en pharmacie, c'est des lampes qui vont diffuser la lumière comme ça directement vers le haut. Donc, il faut prendre pour l'immunothérapie, il faut prendre de la lumière bleue ou de la lumière blanche, parce que c'est la lumière qui va stimuler le plus notre cerveau. Et alors, le type de luminothérapie que vous avez, le type d'administration, l'heure et la durée va dépendre un petit peu de ce que vous avez comme plan d'insomnie. Je dirais que chez les personnes
chez les personnes âgées, il y a deux types effectivement de problèmes qu'on a. S'il y a il y a certaines personnes qui vont avoir beaucoup de problèmes pour s'endormir et qui vont s'endormir très très tard et se réveiller parfois tard ou parfois plutôt, peu importe. Mais si vous avez plutôt des problèmes, vous avez difficulté à vous endormir, à ce moment-là, l'immunothérapie sera davantage à privilégier le matin. Le matin, en vous réveillant dès le matin pendant 1 heure à 2 heures, au moins, en tout cas, au moins une demi-heure, entre une demi-heure et 1 heure devrait être suffisant. Et vous pouvez faire ça, par exemple, en prenant votre déjeuner ou en lisant votre journal, mais il faut le faire le matin. Sinon, si vous le mettez dans l'après-midi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas de problème à vous endormir, mais que vous avez plutôt tendance à vous réveiller très tôt et puis êtes capable de vous endormir, parfois, la lumiothérapie le soir peut être utile pour essayer de repousser, décaler votre cerveau vers un horaire plus tardif. À ce moment-là, vous pouvez le prendre plutôt, par exemple, à l'heure du souper, de la même façon, 1 heure vers l'heure du souper, vers 18 heures ou 19 heures. Donc, pas juste avant d'aller vous coucher, mais plutôt quelques heures avant. D'accord. J'aimerais vous amener sur un terrain peut-être glissant, mais chez nos aînés qui ont justement la maladie d'Alzheimer, généralement, ils sont dans des milieux d'hébergement. Les siestes sont parfois très chose courante. Le rythme du sommeil est très généralement perturbé. On ne respecte pas finalement le rythme de chaque personne à s'endormir. Vous proposez le lit berceur. Je trouve que c'est une excellente idée. À quand est-ce qu'on verrait ce genre de justement d'appareil dans nos CHSLD ou même au-delà de ça, à ce que justement on puisse respecter le rythme de chacun lorsqu'il s'agit de sommeil, vu que c'est quand même une problématique qui est quand même récurrente, avec également des phénomènes d'errance qui peuvent survenir, avec des personnes qui vont tout simplement, comme vous le dites, là, sortir du lit pour essayer de retrouver le sommeil parce qu'il a été perturbé par une panoplie de raisons. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors c'est une excellente question. C'est un point vraiment très problématique, le sommeil de nos patients, de nos personnes âgées qui ont des problèmes de démence et qui sont institutionnalisées. Puis, on sait que c'est un problème parce que, effectivement, comme vous le dites, parfois une partie de ces problèmes d'errance ou de troubles du comportement sont dus à un décalage entre les rythmes de sommeil déjà perturbés des patients, puis les rythmes institutionnalisés au niveau du site d'hébergement, où parfois parce qu'on n'a peut-être pas les moyens de faire autrement, mais coucher les patients à une certaine heure, parfois trop tôt, puis réveiller les patients à une certaine heure, parfois trop tôt aussi, pour différentes activités, etc. Alors, et puis la journée, effectivement, elle laisse parfois dormir plusieurs heures de sieste, puis finalement, ce qui, comme je vous l'ai expliqué, vient rendre impossible un sommeil de nuit. Donc, c'est sûr que là, il y a une réflexion à faire au niveau du système de soins, du système d'appui qu'on peut avoir dans les résidences. Je pense qu'il y a toute une réflexion à faire là-dessus, puis c'est trop difficile évidemment de résoudre ça aujourd'hui, mais c'est sûr que dans la mesure du possible, si l'entourage peut maintenir, ou si les institutions peuvent maintenir un certain niveau d'activité la journée, qui soit relativement stimulante, y compris pour nos aînés, c'est quelque chose qui peut être que bénéfique. Donc je sais bien que ça demande évidemment plus de personnel, donc ça reste évidemment un problème, un enjeu assez délicat à aborder. Pour ce qui est de disponibilité de systèmes tels qu'un Liberseur, ça, je pense qu'on est encore un petit peu tôt. Actuellement, on est à une phase où on sait que ça marche bien sur une nuit chez les personnes jeunes. À la phase qu'on est en train de tester, savoir est-ce que ça marche bien sur plusieurs nuits chez les personnes jeunes. Puis après, est-ce que ça marche bien chez plusieurs nuits chez les personnes âgées sans problème de mémoire déjà. Puis évidemment, si toutes ces étapes sont prometteuses, évidemment, nous, ce qu'on aimerait, c'est d'avoir une solution qui puisse être exportable directement en 2006. C'est pour ça qu'on a conçu un système dans lequel on pourrait avoir un versement qui se fasse à partir du lit de la personne sans devoir acheter tout un système complexe à installer. Donc, mais ça, je pense qu'on est à un horizon plutôt de plusieurs années avant qu'on puisse voir ça arriver
dans nos maisons peut-être ou dans nos institutions et on souhaite que ça marche. Donc, mais je vous dis, il faut un peu de patience, il faut qu'on teste des enjeux de sécurité, des enjeux de fabrication de coûts, puis aussi des enjeux juste de démontrer que scientifiquement c'est efficace. Parfait. Mais écoutez, on a dépassé notre horaire, donc je ne veux pas trop euh, non plus retenir nos participants. Si vous avez encore des questions à Dr. Dangvu, n'hésitez pas. Vous avez encore là à l'écran plusieurs des coordonnées justement pour le rejoindre. Je vous ai également mis dans la boîte de dialogue les 2 coordonnées pour les projets de recherche en cours de recrutement. On va également, nous, de notre côté, les relayer. Et puis, j'aimerais également peut-être vous poser une dernière question par rapport à l'utilisation du cannabis pour justement favoriser un sommeil. Là, maintenant, il est en libre circulation et on reçoit, nous, de notre côté, plusieurs demandes par rapport à l'utilisation du cannabis pour faciliter le sommeil. Je ne vais pas rentrer dans l'utilisation du cannabis là pour d'autres raisons, notamment pour les symptômes comportementaux, mais pour la qualité, pour assurer une qualité de sommeil, est-ce que c'est quelque chose qui a été étudié ou si oui, est-ce que c'est recommandé? Alors actuellement, d'abord, c'est une excellente question. Actuellement, il y a quelques études qui ont été faites, mais pas encore des études avec un niveau de preuve suffisant que pour permettre de dire oui, c'est quelque chose qui est à recommander. Ce que les études montrent en général, c'est qu'il pourrait y avoir un effet bénéfique chez certaines personnes, mais c'est souvent dans le contexte d'une insomnie qui est associée à d'autres problèmes. Par exemple, chez les gens comme l'insomnie associée à la douleur chronique, par exemple. On sait que le cannabis est parfois utilisé dans le traitement de la douleur chronique. Donc c'est possible. Maintenant, il ne faut pas oublier que le cannabis peut avoir des effets secondaires qui peuvent parfois être en fait nuisibles au sommeil. Donc, tout comme substance, hein, tout comme toute autre substance. Donc, il ne faut pas oublier que c'est pas parce que c'est en libre vente que c'est nécessairement plus sécuritaire qu'un médicament que vous prendriez en pharmacie. Pas spécialement. Donc, je pense qu'on a encore besoin davantage de recul pour avoir plus de données d'efficacité. Ce que je dirais, c'est que ce n'est pas la chose à essayer en première ligne, ça clairement. Si vous avez des problèmes de sommeil, ne vous précipitez pas sur le cannabis parce que, un, on n'est pas sûr que ça va vraiment avoir un effet bénéfique et reproductif de manière vraiment convaincante. Puis deux, il peut y avoir des effets secondaires qui pourraient même aggraver votre insomnie. Ce qu'on sait par contre, c'est que les interventions non pharmacologiques, la thérapie cognitivo-comportementale, ça marche, c'est sécuritaire. Donc, il faut commencer avec ça. Puis si jamais effectivement vous avez essayé plein de trucs, puis pourquoi pas, si vous idéalement en discutant avec votre médecin, là, si pour lui il n'y a pas de problème, vous pourriez l'essayer. Mais je dirais que actuellement, ce n'est pas considéré comme étant la panacée pour le trouble du sommeil, certainement pas. Excellent. Alors, merci beaucoup encore d'avoir pris le temps de vous joindre à nous à ce nouveau webinaire des conférences mémorables. Donc, le webinaire a été enregistré. Il sera par la suite disponible sur notre site web et sur notre chaîne YouTube. Je vous ai mis les deux liens dans la boîte de dialogue. Et donc, n'hésitez pas à le partager également avec vos collègues pour se joindre à nous la prochaine fois. Pardon. Et donc, justement, la prochaine fois, ça sera... Excusez-moi. Ça sera avec Dr. Edeltraud Kroger, qui est professeur associé à la faculté de pharmacie de l'Université Laval et au département de médecine de famille de l'Université McGill. Et elle abordera justement l'optimisation de la thérapie médicamenteuse et le soutien à domicile pour le maintien de l'autonomie des aînés à domicile. Donc, on parlera justement certainement de déprescription et de meilleure gestion des médicaments. Alors, c'est un rendez-vous. Si vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas encore à le faire. Et puis, j'aimerais vraiment remercier Dr. Dangvu pour votre excellente présentation, très claire, et puis toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui avec nous pour votre participation. Alors, merci à tous et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir, merci à tous.